Voilà, alors maintenant je vais vous parler de l'argent de la terreur. Cette communication est un aperçu de mon travail en cours sur donc ces questions-là et aussi sur les questions liées aux agents d'influence étrangers en France à l'époque de la Convention. Lorsqu'on parcourt le récit des débats parlementaires dans les semaines qui précèdent les deux grandes journées historiques des 31 mai 1793 et 27 juillet 1794, historiquement aussi importantes l'une que l'autre, il y a beaucoup question de vertu, de fripons, le mot avait alors le sens très fort de voleur, d'hommes impurs qui corrompent la morale publique, autant d'expressions qui alors revêtaient un sens précis qui nous échappe parfois, car on ne sait plus très bien à quelle réalité ils correspondent. On relève encore dans le compte-rendu des assemblées des clubs, dans les journaux du temps, des soupçons exprimés ou des accusations à peine voilées de concussion, de prévarication, de vol, de détournement des faits publics, de brigandage, de chantage contre les suspects. Étaient visés à part égale des administrateurs infidèles, mais aussi des élus, dont plusieurs représentants en mission, à qui il était reproché, tant par les Girondins et leur première commission d'enquête Barbaroux, dite des 12, que par Robespierre, par Saint-Just et par Couthon, d'avoir abusé de leur pouvoir exceptionnel dans le cadre du salut public ou de la sûreté générale, profiter de la situation de crise économique et de guerre pour instrumenter les lois d'exception, dites révolutionnaires, augmenter subrepticement leur patrimoine, rendu le pouvoir impopulaire et avoir mis la République en péril. Car en examinant les documents d'archives oubliés, dispersés, difficiles d'interprétation et finalement éloquents, on voit que ces accusations très graves contribuèrent à diviser profondément la Convention dès sa première séance, à la vider de ses éléments les plus brillants et, disons-le, les plus patriotes quand on pense à ce que furent Vergniaud, Danton et Robespierre. Il n'existe pas, en effet, d'exemple de division au sein d'assemblées élues ayant conduit, comme ce fut le cas en un an à la Convention, autant de députés à réclamer la mise hors la loi de tant de leurs collègues. Peut-on vraiment penser que cela était dans l'ordre naturel des choses, que ces députés, la veille des frères d'armes, étaient idéologiquement si opposés les uns aux autres que seule la mort pouvait régler leurs dissensions? Y a-t-il eu au contraire des encouragements à cela, une sorte d'entraînement à la spirale de la violence? Certains États de la coalition avaient-ils intérêt à fomenter le trouble et la division au sein d'une assemblée républicaine unique au monde qui prétendait réinventer la démocratie en Europe? Nous allons exposer ci-dessous les raisons qui nous conduisent à penser que l'épithète contre-révolutionnaire, appliquée successivement aux Girondins, puis aux Dantonistes, puis plus tard aux Robespierristes, ne va pas de soi. Que la rumeur, la désinformation et la dénonciation calomnieuse ont joué leur rôle, Robespierre y revient le 8 Thermidor en 2, et que si dans cette courte période la Convention a été si violemment divisée, cela n'était peut-être pas une fatalité due à des antagonismes idéologiques et des choix politiques, comme on pourrait le croire. Dans les derniers mois de sa vie, Robespierre parle lui-même d'une influence des cabinets étrangers dans les affaires intérieures de la France révolutionnaire. De nombreux documents manuscrits issus du Public Record Office révèlent en effet l'attention extrême portée par le gouvernement anglais, en particulier à l'état d'avancement des divisions fratricides au sein de la Convention. Ces antagonismes et les déséquilibres qu'ils ont engendrés n'ont donc, pensons-nous, rien de naturel ni de surprenant, et ils ne se réduisent évidemment pas seulement à des querelles partisanes normales. L'argent de la division suscitée et de la corruption dénoncée ont joué leur rôle, car des sommes énormes y ont été investies par des États redoutant pour eux la contagion républicaine et la gangrène démocratique. Il suffit par exemple de voir la violence avec laquelle la répression s'est abattue sur les mouvements républicains anglais en 1793 et 1794. La vénalité passait pour inacceptable et elle était passible pour les élus de la peine de mort d'après le Code pénal de 1791. Sa dénonciation eut par conséquent une grande importance politique à l'époque de la Terreur et surtout dans les premières semaines d'existence du Comité de défense nationale puis de salut public, doté d'une enveloppe colossale de 50 millions pour l'utilisation de laquelle il n'y avait pas de compte à rendre devant l'Assemblée. C'est donc assez naturellement que la question de l'enrichissement suspect d'élus s'est portée sur le terrain politico-judiciaire, comme alors les accusations de complot et de conspiration dans le cas particulier des Girondins de Danton puis de Robespierre, complot invérifié et, pensons-nous, chimérique. La question de l'argent sale est particulièrement vive à la veille de la journée historique du 31 mai 1793 qui a précipité la chute des Girondins.
Le député Le Hardy avait utilisé en séance l'expression forte d'homme de proie au sujet de ceux des adversaires des Girondins qui, dans l'exercice de leur administration de police politique au comité de surveillance de la commune du 10 août, puis au comité de sûreté générale du premier semestre 1793, avaient détourné des biens saisis sans procès-verbaux ou plus fréquemment vendu leurs griffes ou signatures à des suspects apeurés. L'expression visait également les représentants qui avaient exercé des dilapidations dans le cadre de missions extraordinaires en province ou en Belgique. Or, ce sont les mêmes, pratiquement, qu'on retrouve un an plus tard, ligués contre Robespierre. Cette expression d'homme de proie venait du titre de l'enquête journalistique publiée par le secrétaire de rédaction et compatriote de Camille Desmoulins, Roch Marcandier, au plus fort des affrontements entre Girondins et Montagnards, et paru en mai 1793 sous le titre d'Histoire des hommes de proie. Soulevée par Vergniaud dès les toutes premières séances de la Convention, la question des violences et brigandages opérés à Paris dans les 6 semaines qui suivirent le 10 août avait été évoquée dans un climat houleux. Le fond du sujet concernait tant les massacres attribués après coup au peuple français ou aux Parisiens, ce que les Girondins contestaient, que des perquisitions sans procès-verbaux ou avec procès-verbaux non remis, pendant lesquels des vols d'objets de grande valeur avaient été commis. Car les victimes ou ayant droit des victimes spoliées au cours des journées d'août et de septembre avaient porté plainte, donnant lieu à enquête. Une commission parlementaire avait été créée à la demande du Girondin Barbaroux et votée le 1er octobre 1792 par la Convention, en sorte de faire la lumière sur ces dossiers brûlants. Le rôle de cette première commission des 12, rarement citée, fut de recevoir et inventorier les papiers du comité de surveillance du 10 août, auxquels non seulement les noms de Panis et de Sergent étaient associés, mais aussi celui de Marat, qui, déjà furieux d'avoir été mis en cause sur de mêmes faits aux Jacobins, début septembre 1792, puis à la Convention en octobre, avait pris la tête de la croisade contre les Girondins, multipliant les appels au meurtre des députés qui lui déplaisaient. La création de cette commission des 12, puis son fonctionnement, donnèrent lieu, on le devine bien, à des affrontements violents qui s'estompèrent lors du procès de Louis XVI pour reprendre de plus belle dès le 23 janvier 1793. Outre les membres du comité de police, l'ensemble des membres de l'ancienne commune du 10 août, certains ex-ministres dont plusieurs étaient maintenant députés, comme Danton, Biot, Tallien ou Fabre, redoutèrent à leur tour d'avoir à rendre des comptes au sujet de trafics divers, souvent des intéressements juteux dans les marchés de fournitures militaires, que ne manqueraient pas de leur réclamer les Girondins. D'autres députés à mauvaise conscience, auxquels on ne pensait pas, s'émurent à leur tour et tous se fixèrent alors pour but unique de se débarrasser des Girondins et de leur volonté de transparence financière. Malgré de nombreuses provocations et tentatives pour supprimer la commission Barbaroux des 12, elle progressa néanmoins dans son but de faire la lumière sur les dilapidations du comité de police de la commune. Ce faisant, elle s'intéressa aussi à l'origine des ressources apparemment inépuisables de la commune tout entière qui s'organisait en contre-pouvoir à la Convention. Depuis que le gendre par alliance du maréchal de Castres, Pache, propriétaire de grands domaines fonciers dans les Ardennes, était entré au ministère de la Guerre, des fonds énormes du budget de la guerre avaient été détournés et mis illégalement à disposition des opérations révolutionnaires de la Commune de Paris, qui les utilisait pour ses actions diverses, entre autres le noyautage des sections et la propagande ultra-démagogique des feuilles de Hébert et de Marat, tirées à un très grand nombre d'exemplaires. En outre, Pache avait discrètement passé, en janvier 1793, un marché avec une société de Beaune, Winter et compagnie, qu'il chargea de l'approvisionnement des armées de Dumouriez, un service vital intéressant à la défense nationale. Or, cette société avait été créée grâce à un emprunt considérable destiné à financer diverses opérations contre-révolutionnaires en France. Négocié en 1790 devant les notaires Brichard et Chaudot par Périgot et Parker Force, deux des principaux agents d'influence du gouvernement britannique, cet emprunt était gagé sur la tête des 3 fils du roi d'Angleterre. Le principe, comme l'exécution d'un tel marché, distribution de fournitures de mauvaise qualité et retard de livraison à l'armée du Nord, ce dont se plaignait Dumouriez, laissait à désirer, mais c'est seulement 1 an plus tard que le directeur de cette société, Jean-Jacques de Beaune, fut identifié par Robespierre comme un agent de l'étranger et renvoyé à sa demande au tribunal révolutionnaire avec quelques membres de l'entourage de Pache, dont principalement Ronsin et Hébert. Dans sa défense écrite en prison, Vergniaud, le célèbre député girondin, évoque cet aspect méconnu du financement de la commune dite hébertiste.
Vous avez, dit-il à cet adversaire, dans les dilapidations effrayantes du ministère de la Guerre, pour lesquelles vous vous montrez si indulgent, une liste civile qui vous fournit les moyens de combiner de nouveaux mouvements et de nouvelles atrocités. Depuis la mise en cause par les Girondins de ces financements suspects, la Commune de Paris, par la voix de son nouveau maire Pache, fit plus que se défendre. Disposant de grands moyens financiers, comme l'a souligné Vergniaud, elle contre-attaqua en projetant un coup de force ou d'État contre la Convention encore majoritairement girondine, coup de force qui en réalité était dirigé contre la représentation nationale tout entière, comme cela a été révélé lors des procès de Ventose en 2. Pour faire échec aux Girondins inquisiteurs et à leur commission indiscrète, Pache et consorts créèrent le 1er avril 1793 une assemblée primaire communale, le Comité central révolutionnaire, dit le Club de l'Évêché, qui fut en fait le dispensateur des fonds de l'étranger mis à disposition de la commune et des sections, s'ajoutant aux ressources provenant du ministère de la Guerre. Ce comité central révolutionnaire, dont le siège s'était fixé dans l'ancien évêché de Notre-Dame, composé de représentants choisis des sections de Paris, avait été rapidement noyauté par des riches négociants, hommes d'affaires et agents de banquiers, comme le président de la section Bon Conseil, Griouat, secrétaire du financier Savalette de Lange et actionnaire de la Société des Illuminations de Paris, également d'agents d'influence et corrupteurs anglo-autrichiens, poursuivis plus tard comme tels, ainsi le comte Proli, agent autrichien, le négociant anglo-portugais Pereira en affaires avec le banquier Laborde pour un négoce de tabac de la Havane, le ci-devant comte Durour, officier de la garde à cheval du roi d'Angleterre, ou encore le comte Cerclaes de Tilly et du Saint-Empire, connu sous celui de Gusman. Revêtus du masque du patriotisme, comme on le répéta à l'époque de leur mise en cause en mars et avril 1794, les membres et protecteurs de cet étrange comité révolutionnaire de l'évêché étaient, on le sait bien maintenant, liés aux milieux d'affaires internationaux et à la banque anglaise et autrichienne. Ces gens formaient un ensemble d'aristocrates grands propriétaires et acquéreurs de biens nationaux, spéculateurs financiers hostiles par principe au régime républicain dans sa version démocratique et intéressés à culbuter la Convention en échauffant le peuple, ainsi que plusieurs d'entre eux l'ont révélé par la suite. Fin avril 1793, la commission girondine des 12, commission Barbaroux, avait bouclé son enquête et engagé la commune à rendre des comptes sur les vols d'août-septembre 1792. Le 10 mai 1793, le Conseil général de la commune rendit, je cite, un arrêté statuant sur les dépôts du comité de surveillance, déclarant qu'il y a bien eu bride scellée, violation, dilapidation de dépôts, fausses déclarations et autres infidélités, et chargeant le procureur de la commune de dénoncer à l'accusateur public les citoyens Panis, Sergent, L'Enfant, Cali, Jourdeuil, Dufort et Leclerc. Ce document inédit, miraculeusement échappé à la destruction des archives de la Commune de Paris, donne non seulement consistance aux accusations de vol et rapine ayant accompagné les massacres de septembre 1792, mais il désigne nommément les présumés coupables, dont 2 députés montagnards Bontin, Panis et Sergent, désormais passibles du tribunal révolutionnaire. C'est alors que le commandant de la garde nationale Santerre, beau-frère de Panis, très inquiet pour lui-même, demanda à être envoyé en Vendée et abandonna son commandement. Il devait être remplacé par Henriot. Mais les choses, on le sait, se passèrent autrement, et les coupables échappèrent à toute sanction grâce au coup de force contre la Convention. Le refus par les Girondins de valider la création d'une armée révolutionnaire et l'annonce de la création d'une nouvelle commission des 12 destinée le 18 mai suivant à réprimer les complots séditieux contre la Convention, engagea une coalition de membres de la Commune et de la Convention à exciter les sections de Paris contre les membres de cette commission et contre plusieurs chefs girondins considérés comme des ennemis à abattre. Ces derniers firent face et dénoncèrent pour les déjouer les manœuvres d'intimidation et les menaces de mort qui les visaient depuis quelques mois. Langevinet et Valazé se montrèrent éloquents face au pouvoir d'influence des membres du club de l'évêché qui avait entraîné la plupart des représentants de sections contre les Girondins, ouvertement accusés de conspirer contre la République, sans que l'on sache très bien de quelle conspiration il s'agissait. À la tribune de la Convention, Valazé mit en cause le 24 mai les auteurs de rumeurs assassines, infondées, calomnieuses, qui aboutissaient à saper la Convention. On ne cesse, disait-il, de provoquer publiquement au meurtre contre les Girondins.
et le Dulce lui faisait écho, dénonçant à son tour les calomnies et les complots liberticides de ces hommes de sang et de boue qui ont forgé des richesses et qui veulent tuer pour en acquérir encore. Les Girondins eurent un répit, car la majorité des conventionnels, lassés des provocations et menaces, décidèrent de faire arrêter quelques meneurs ultra-démagogiques, dont Jacques-René Hébert. La contre-attaque fut immédiate. Le 27 mai, le vénal Jean-François Delacroix, très compromis en Belgique et dans ses missions de représentants, demandait la cassation immédiate de la commission des 12, tandis que la Convention était envahie par 400 à 500 pétitionnaires, dont plusieurs armés. Dans la cohue et le bruit, un décret fut arraché en ce sens, sans qu'on ait été aux voix, ainsi qu'en a témoigné Meillan, qui était face au président Hérault de Séchelles, très hostile aux Girondins. Le lendemain 28 mai, les députés, estimant qu'on leur avait forcé la main, allèrent à l'appel nominal sur la proposition de confirmer ou non la commission des 12, qui fut rétablie dans ses fonctions par les conventionnels. Mais l'aristocratique comité central de l'évêché, en pointe du mouvement, nomma des commissaires qui, bien que n'ayant aucune légitimité, se dirent investis des pouvoirs illimités de toutes les sections de Paris, déclarèrent la ville en insurrection, arrêtèrent que les barrières seraient fermées et firent confirmer leur pouvoir par la Commune. À l'issue de cette comédie, on confia à Henriot, promu commandant provisoire de la force armée, général des sans-culottes, le soin d'encercler la Convention de canons, tandis qu'on donnerait 40 sous par jour à ceux des sans-culottes qui accepteraient de se joindre à l'insurrection armée contre la représentation nationale. Les canons mis à disposition des sections, formant une force d'appoint décisive, imposa par la force, avec un vote à main levée d'un tiers des députés, les autres s'abstinrent car ne voulant pas voter sous la contrainte, le décret d'assignation à résidence sous garde armée de 29 députés, y compris leurs collègues de la commission des 12. Ils furent en effet placés en détention sous le coup d'une accusation inexistante, le fédéralisme fut inventé après coup. Une accusation formulée eût en effet dû être adressée aux prévenus dans les 3 jours suivant cette arrestation, ce qui, rappelle Vergniaud dans sa défense, ne fut pas le cas. Pas plus qu'il n'y eut de rapport sur la protestation de leurs collègues arrêtés plus tard. Quant au procès-verbal de ces séances, il fut réécrit 3 fois après les faits avant d'être publié. Les 29 Girondins furent donc arrêtés sans motif énoncé, et cela jusqu'à leur mise en accusation. Cette violation des lois de la République, qui fit basculer de nombreux citoyens dans la résistance à l'oppression, comme Roch Marcandier ou Olympe de Gouges, concerna au final, entre le 2 juin et le 3 octobre, 135 députés, dont plus d'un tiers mourut dans l'année. Ainsi furent abandonnés à jamais, et de la pire façon qui soit, les poursuites judiciaires engagées contre les agissements des hommes de proie. 5 mois plus tard, alors que les Girondins étaient soit en prison, soit jugés à huis clos et guillotinés avec des orléanistes amalgamés à eux, comme l'était Sillery, les mesures destinées à favoriser la transparence financière étaient anéanties et la loi sur la transparence du patrimoine des élus, bien que timidement relancée en Brumaire par le député Philippot, passait à son tour à la trappe jusqu'au 9 Thermidor. Ils étaient une 50aine de députés d'affaires mobilisés contre les Girondins, attachés à la probité et à la transparence des financements révolutionnaires et des enrichissements suspects. Persuadés, la rumeur les en avait persuadés, que les Girondins seraient impitoyables dans l'application des lois sur la corruption et qu'ils devaient s'attendre à devoir s'expliquer au tribunal révolutionnaire, plusieurs députés, inquiets pour eux-mêmes, devaient donc, en liaison avec la commune dite hébertiste, qui visait sans doute d'autres buts, fait basculer le rapport de force. Les plus déterminés appartenaient au premier comité de sûreté générale, la police politique, et on nommera les cas étudiés par Mathiez et ses suiveurs de Osselin, Bazir, Chabot, Panis, Rovert, Amar, Julien de Toulouse, Tallien et autres, qui effectivement avaient pratiquement tous fait commerce de leur signature et de leur influence auprès de riches émigrés rentrés, lesquels avaient besoin de certificats de résidence de complaisance pour obtenir des passeports en règle. D'autres, qui avaient détourné des objets comme des matières précieuses, des chevaux, des grands crus, de la vaisselle ou des dentelles de prix dans le cadre de missions diverses dans les départements, s'inquiétaient aussi, d'autant qu'on pouvait même les accuser d'avoir utilisé à des fins personnelles les sommes qu'on leur avait allouées sur les fameux 50 millions, la fameuse caisse noire du comité de salut public. Et dans les départements où ils avaient laissé de fort mauvais souvenirs, ils étaient parfois rattrapés par de premières dénonciations d'élus locaux ou d'administrateurs intègres. Ce sont ces mêmes représentants en mauvaise conscience qui se sentiront visés au printemps suivant par l'insistance de Robespierre à valoriser la vertu citoyenne. Parmi ceux qui participèrent à la chute des Girondins, puis de Danton, puis de Robespierre, on relève entre autres les noms de Garat, Barrère et Fouché,
qui, avec quelques autres députés montagnards, visait peut-être autre chose que le seul enrichissement personnel. Qu'on en juge. Le ministre de l'Intérieur, Garat, était le compatriote basque et la créature du banquier de cour Joseph de Laborde et agent actif du groupe financier international formé par Laborde, Netin, Valkyrs, qui attisa par ses distributions d'argent l'exagération révolutionnaire, laquelle favorisa l'affaiblissement graduel de la Convention. En outre, il a été établi, il y a une quarantaine d'années, que Garat était un agent de renseignement qui, sous le nom de code de Vanley, adressait des bulletins transmettant aux cabinets étrangers les informations politiques ou militaires susceptibles de les intéresser, ce qui semble concorder avec ce qui suit. Barrère, que Garat côtoyait régulièrement à l'Assemblée et surtout en privé chez Savalette-Delange, lui aussi ex-banquier de cour comme le fut Laborde, était en relation suivie avec les banquiers politiques Perregaux et Harris, au sujet desquels il est impossible pour la compréhension des choses de ne pas dire deux mots. Jean-Frédéric Perregaux, le célèbre banquier neuchâtelois, si impliqué dans les affaires intérieures en 1793, était en correspondance ininterrompue de 1792 à 1796 avec l'ex-ambassadeur William Hayden, premier baron Auckland, qui fut directeur du service secret britannique, ennemi mortel de la démocratie. Or, ces services recommandaient à Perregaux, par une lettre célèbre du 13 septembre 1793, de mettre en œuvre par l'argent le système de division des républicains. Il avait donc pris la suite des banquiers Turnbull et Forbes qui, à Paris, financèrent les entreprises des agents du service secret anglais jusque fin 1792. Des fonds considérables destinés à, je cite, pousser les Jacobins au paroxysme de la fureur furent mis à disposition de Perregaux. Cette lettre révélatrice est bien connue et étudiée, car après avoir été saisie chez Perregaux après sa fuite en Suisse, elle fut placée à dessein dans les papiers de Danton, devenus gênants, par la police politique, le comité de sûreté générale, puis montrée comme telle par Hermann au juré du tribunal révolutionnaire qui devait se prononcer sur la culpabilité de Danton. Cette lettre fatale à Danton, qui bien que certainement vénale, cette lettre fut fatale à Danton, qui, bien que certainement vénale, n'avait jamais rien eu à voir avec Perregaux ni avec l'espionnage anglais. Banquier politique, Perregaux, dont nous connaissons les papiers d'affaires et la correspondance conservée en Suisse et en Angleterre, disposait, entre autres entrées à la Convention, du député Guffroy, avec lequel il a passé des actes notariés et qui, devenu suspect suite à la découverte de correspondances anglaises découvertes chez lui, fut expulsé des Jacobins, également de Fouché, avec lequel le banquier suisse entretint des liens durables jusque sous l'Empire, et surtout du Janus à trois têtes, formule de Desmoulins, Barrère, qui, directeur du service secret français en l'an 2, organisa la fuite de Perregaux en Suisse lors de la chute de la commune hébertiste, comme il assura, par l'intermédiaire de Vadier, la protection ou la sauvegarde en prison de tous les agents d'influence à la solde de l'étranger, que ce soit Vaughan, Stone, Miranda, Pache et bien d'autres. Il est assuré que sous la Première République, Perregaux fut au centre du dispositif de corruption et de division de la Convention, en liaison avec une petite poignée de membres de l'exécutif et de députés, avec Nathaniel Parker Force, lui-même attaché au service secret britannique depuis 1780, et avec William Harris, fils de Sir Robert Harris, fondateur de la banque de ce nom, installée St. James Street à Londres. Dans la lettre anglaise, document manuscrit en anglais saisi à Lille, puis traduit, examiné et publié sous ce nom en français par la Convention en août 1993, il apparut que William Harris était lui aussi un des rouages essentiels des financements contre-révolutionnaires de 1793. Harris, qui défendait un projet de gouvernement pour la France, modelé sur la Constitution anglaise et insinué par le gouvernement Pitt, fut l'objet de rapports circonstanciés sous l'Empire. Je cite, « En liaison avec les hommes du parti ministériel britannique, il était chargé des fonds de l'Angleterre pour en faire l'emploi le plus conforme aux vues du ministre et du roi son maître. » Harris était, on le sait moins, l'obligé de Fouché qui le protégea activement dès la publication en août 1993 de la lettre anglaise. C'est en effet Fouché qui, dès septembre, le recommanda en toute connaissance de cause au comité de salut public sous le nom de Guillaume Hérissé comme nouveau directeur de la manufacture d'armes de Moulins dans l'Allier, où il resta à l'abri des foudres robespierristes. Fouché le voyait toujours sous le directoire, et notamment à la veille de l'évasion du commodore Sidney Smith, qu'il facilita, et ce sont autant d'aspects troublants, inexplicables, inconnus à ses biographes des débuts politiques de Fouché, qui par la suite fit, on le sait, toute sa carrière à la tête de la police du directoire à l'Empire, avec comme bras droit le citoyen Desmarais, le neveu par alliance de Perregaux. C'est aussi grâce à Fouché, ministre, que Barrère récupéra discrètement, le 12 Pluviose en 8,
tous les dossiers embarrassants et pièces compromettantes pour lui, des comités de sûreté générale et de salut public, au moins ceux qui le concernaient particulièrement et qui avaient échappé aux destructions sélectives des thermidoriens. Mais il a oublié d'emporter avec lui une lettre qu'il écrivait le 30 octobre 1793 au nom du comité de salut public, engageant Fouché à se rendre de la Nièvre où il se trouvait à Villafranchi, Lyon, pour mater cette ville rebelle. Conjointement à cet ordre, il lui conseillait de, je cite, rapporter discrètement un précédent arrêté qui lui ordonnait de, je cite, verser au comité de surveillance l'or et l'argent monnayés. Ce qui revenait à encourager Fouché à regarder les saisies lyonnaises pour lui et tous ceux, donc Colderbois et Montaut, qui devaient l'accompagner dans sa mission dévastatrice à Lyon, comme autant de trésors de guerre abandonnés à leur convoitise. Cette lettre inédite, issue de l'ancienne collection Labédoyère, met à mal la légende de probité du proconsulat Fouché, que l'on croyait seulement sanguinaire. Partie prenante dans les stratégies de division de la Convention et d'exagération tous azimuts, en relation avec les agents d'influence Perregaux et Harris, on citera encore les banquiers écossais Walter Boyd et William Kerr, ce dernier étant le beau-frère de Harris. En concertation avec Perregaux, ils servirent de relais parisiens aux agents du gouvernement anglais et ces deux banquiers, bien identifiés par les interrogatoires de leur entourage, s'étaient appuyés sur des montagnards de proie accessibles à la corruption, comme l'étaient Bonnecarrère, Delaunay d'Angers, Chabot, ou bien encore Julien de Toulouse et leur ami commun, le financier d'Espagnac. Étant retournés à Londres après la publication de la lettre anglaise et le décret d'arrestation des étrangers en France, Walter Boyd et William Kerr laissèrent à Paris deux représentants chargés de leur procuration, les citoyens Pierre Formalaguès et John Augustus Rose. Ceux-ci formèrent un discret réseau anti-robespierriste basé dans le quartier du Sentier à Paris, auquel appartint Benjamin Vaughan, éminent agent de l'espionnage britannique à Paris, réseau auquel devaient peu à peu s'agréger plusieurs députés hostiles à Robespierre, dont principalement Fouché et Merlin de Thionville, le châtelain de Nanterre. Ces hommes déterminés furent, après la fuite de Perregaux en janvier 1794, au cœur du dispositif politico-financier destiné à fragiliser un peu plus la Convention en favorisant l'élimination de l'incorruptible et de ses partisans. Menacé d'arrestation, Rose fut libéré par ordre du retors chef de la police politique, Vadier, et Benjamin Vaughan, lui aussi inquiété, fut protégé par Barrère, qui, point notable, couvrit là encore sa fuite en Suisse en signant, ainsi le constate-t-on, son passeport, et cela 15 jours avant le 9 Thermidor. Au soir du 9 Thermidor, quand tout danger était écarté, Barrère raconta à qui voulait l'entendre que Vaughan était l'intermédiaire du dictateur Robespierre qui désirait se faire reconnaître comme tel par la coalition afin de négocier avec elle au nom du gouvernement républicain. Comme Robespierre, Saint-Just et Couthon le répètent sans cesse, les représentants de la Banque d'affaires internationale et les cabinets étrangers entretenaient toujours en 1794 des relations intéressées avec une petite poignée de députés montagnards influents qui, peut-on affirmer, n'avaient pas exactement la conception que se faisaient les patriotes de l'égalitarisme et des vertus républicaines. Les Girondins terrassés, les accusations réciproques de corruption et de conspiration, cette fois entre montagnards, étaient reparties de plus belle, imprudemment grossis et colportés sous la plume des uns et des autres, principalement Hébert et Desmoulins, mais pas seulement, jusqu'à l'affaire de la Compagnie des Indes mise sur la place publique. Une affaire qui envenima à nouveau les débats, accentua les divisions au sein de la Convention et surtout dans les comités de gouvernement, radicalisa un antagonisme latent entre Jacobins et Cordeliers, réjouissant les cabinets étrangers et faisant très mauvais effet dans l'opinion exaspérée, ainsi qu'on le lit dans les rapports de police publiés par Pierre Caron. Robespierre redoutait que la Convention tout entière fût salie et à nouveau divisée par des débats sans fin sur la vénalité de députés en vue, et il semble d'ailleurs qu'il voulut éviter le procès de Danton et de Chaumette avant de se résoudre à les abandonner à l'impartialité supposée des jurés du tribunal révolutionnaire. L'absence de débat sur les missions en Belgique lors de ces procès truqués et écrits d'avance, comme le fut celui des Girondins, le soulageait peut-être. L'honneur de la montagne serait sauf, pensait-il. Cela soulagea aussi, mais pour de mauvaises raisons, ceux qui, complices d'hier en Belgique, craignaient d'être cités et compromis par Ronsin et Danton. Il n'en reste pas moins que ces procès truqués d'hébertistes, de dantonistes et d'agents d'influence étrangers ne mirent pas fin aux divisions et suspicions réciproques de trahison et de corruption, tant à la Convention que dans les clubs et désormais au sein des comités de gouvernement. Une main invisible semblait entraîner les conventionnels à aller là où ils ne voulaient pas aller. Doit-on y voir les 18 à 20 millions distribués par le canal de la corruption dont parle Julien de Paris dans une lettre au comité de salut public. À l'issue de ces procès écrits d'avance de Ventose et Germinal en deux, Robespierre avait demandé des comptes à 4 représentants en mission accusés de violence et de dilapidation, notamment Fouché, Tallien, Lebon et Carrier, au sujet de qui il avait reçu des rapports défavorables.
Ces rappels furent révélés publiquement à l'occasion de l'expulsion spectaculaire des intéressés du Club des Jacobins à la demande de Robespierre, mais sourdement critiqués par son opposition, dont les inséparables Barrère et Vadier et leurs suiveurs des comités réunis qui s'opposaient à ces rappels. La tension fut ravivée lors de l'application des décrets de Ventose relatifs à la police et à la justice. Des courts-circuitages entre le tout nouveau bureau de police du comité de salut public que Robespierre parvenait à contrôler et le comité de sûreté générale de Vadier qu'il ne contrôlait pas accentuèrent la fracture, ainsi que l'avait noté Mathias dans ce remarquable article de 1915 sur les divisions au sein du comité de salut public en l'an 2. Cette opposition au sein des comités, insoupçonnée de l'extérieur, fut renforcée d'autres divergences de vues, au sujet notamment de l'arrestation de Hoche et de son renvoi au tribunal révolutionnaire, à quoi s'opposait Robespierre, de la mise à mort de la Sylvain Madame Elisabeth, du sort des 73 députés girondins détenus que, contre l'avis de Robespierre, Barrère et Vadier voulaient envoyer à l'échafaud, autant de mesures inutilement démagogiques auxquelles la corruptible désirait ne pas s'associer. Puis lorsque Vadier et Barrère lui présentèrent une liste de 155 prisonniers de la prison de Luxembourg qu'ils voulaient faire égorger d'un seul coup pour conspiration chimérique et rébellion imaginaire, Saint-Just prit cette liste de leurs mains et la déchira en 1000 morceaux, ainsi qu'il a été rapporté lors du jugement de Fouquier-Tinville. C'est à ce moment que Robespierre, qui ne voulait pas cautionner les assassinats programmés dans la Grande Terreur, quitta le comité de salut public, se bornant seulement à paraître aux Jacobins. Il avait enfin compris, avec beaucoup de retard, d'effarement et d'indignation, que la rumeur insistante venue de nulle part, distillée ici et là par ses ennemis, colportée par certains journaux étrangers, voulait associer son nom au crime injustifiable de la terreur, dévoyé, attribuable à Vadier, président du comité de sûreté générale, par sa garde rapprochée formée par Voulant, Amar et Jagot, et derrière eux, l'ami de toujours de Vadier, son inspirateur véritable, Barrère, l'habile et inamovible rapporteur du comité de salut public, l'homme des carmagnols et du double discours que Desmoulins prétendit, mais trop tard, démasqué dans les derniers numéros de son vieux cordelier. Car Barrère et sa coterie, qui n'avaient pas la popularité, disposaient en revanche de la communication qu'ils contrôlaient et d'une confortable majorité des voix au sein des comités réunis, et cela durant les 6 mois précédant le 9 Thermidor. Ce sont essentiellement leurs vues qui s'imposèrent sur les sujets aussi essentiels que la guerre totale prônée par Barrère contre le retour progressif à la paix souhaité par Robespierre, la pacification contre la poursuite de la répression outrancière en Vendée que Barrère préconisait, voir ce qu'en dit Levasseur de la Sarthe, et de façon générale, les assassinats injustifiables, je cite, d'une foule innombrable de Français de tout âge et tout sexe, sous la forme déguisée d'un jugement. Cette formulation est précisément celle des juges de Fouquier-Tinville, lequel, avant l'énoncé du verdict, mit en cause pour ce qui le concernait les crimes commis lors de son administration, non pas Robespierre, mais, je cite, les membres déportés ou en prison des comités de gouvernement. En conclusion, Jérémie, Robespierre était certes prêt à épurer la Convention et les comités de gouvernement d'une partie des 47 députés cités par Buonarroti, dont je parle beaucoup. Ceux du moins, il y en avait une vingtaine contre lesquels il avait réuni un nombre de griefs suffisants pour articuler de graves accusations contre eux. On peut en discuter, mais Fouché, Barrère et Vadier me semblent avoir été en tête de ceux dont il avait appris à se méfier le plus. Fouché, qui offrit en l'an 6 à Barrère de ramasser les documents qui le concernaient personnellement dans les archives des comités, il se trouve aujourd'hui en partie dans les archives Carnot, a évidemment eu le loisir, pour ce qui le concerne, de faire un tri sélectif dans ces mêmes archives des comités. Cela donnerait d'ailleurs encore plus de poids à une réflexion de Voulant, ex-secrétaire des Feuillants quand Barrère en était président. Si vous me voyez à peu près libre, quoique proscrit, disait-il à Fiévé, c'est qu'il n'ignore pas que j'ai contre eux des pièces terribles à faire valoir. L'absence de procès des membres des comités de l'an 2 ne permet pas d'apporter une conclusion définitive à ces graves questions liées à l'enrichissement et à la dénonciation de cet enrichissement, aux stratégies machiavéliques sur fond d'influence et d'espionnage, mais tant le contexte que les documents cités ici mettent à mal certaines hypothèses exclusives sur l'interprétation à donner aux formes acerbes et aux sévérités nécessaires d'une terreur qui aurait été sous le contrôle exclusif de Robespierre. Tous les documents cités dans cette communication que j'ai écourtée au maximum, d'autres encore qui mettent en lumière la réalité d'un travail de sape véritablement contre-révolutionnaire destiné à affaiblir la Convention en y introduisant des éléments de nature à créer un climat continu de peur, de suspicion et de division entre élus, seront publiés dès que possible avec les références d'usage aux documents que j'ai exhumés ces dernières années. Voilà, je vous remercie.